Vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à mes voyages, à ce que j'avais fait, à mes ressentis, etc. Donc, si vous vous souvenez, j'avais mis sur Instagram, pour ceux qui me suivent, un sondage avec toutes les questions que vous avez par rapport à justement mes voyages. J'ai eu aussi des commentaires qui m'ont posé des questions que je vais alors répondre dans cette vidéo FAQ spécial voyage. Donc j'ai eu majoritairement des questions par rapport à mon road trip aux USA, qui est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne pour le moment. Donc je vais commencer par répondre aux questions des USA et les autres questions, c'est des questions plus globales par rapport à les autres voyages que j'ai fait dans la globalité. Mais pour l'instant, on va se centrer uniquement sur les États-Unis. On m'a demandé mon impression avant-après la côte ouest. Mon avant-après, je dirais déjà avant, c'était un rêve pour moi. Los Angeles, franchement, déjà, ça m'a plu. Je connaissais pas du tout. Non, en fait, j'avais entendu parler, évidemment. Mais il y avait beaucoup de choses dont j'ignorais qu'elles étaient à Los Angeles. Après, on a été dans la partie Far West, qui était ma partie préférée parce que depuis toute petite, je suis extrêmement fan de l'univers du Far West, des cow-boys, des natifs. C'était vraiment mon plus grand rêve d'aller dans l'Ouest américain, notamment donc dans le Far West. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément, la liberté, les plaines, les chevaux sauvages. Enfin, j'aime extrêmement le western, la country, etc. La partie Far West, où j'ai pu réaliser mon rêve du coup de monter à cheval dans Monument Valley, qui était du coup mon endroit préféré d'ailleurs, Monument Valley. Et le Grand Canyon aussi, évidemment, le Grand Canyon. En fait, le Grand Canyon, j'étais pas du tout renseignée sur ce que c'était. Pour moi, je pensais que le Grand Canyon, c'était uniquement un énorme gouffre en chemin un peu comme Antelope Canyon. Et au final, c'est plein de canyons, mais sur une superficie immense. D'ailleurs, la superficie, elle est de plusieurs kilomètres. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je pensais que c'était vraiment juste un énorme canyon qui passait comme ça et voilà, mais en fait non, donc c'était une énorme surprise. Après, on est allé à Las Vegas. Las Vegas, ça m'a beaucoup plu aussi, même si on a fait majoritairement que des visites d'hôtels à thème. Je pensais pas qu'il faisait si chaud à Las Vegas, parce que Las Vegas c'est en plein désert, si vous connaissez un peu l'histoire de Las Vegas. Pareil, Las Vegas, on n'est vraiment pas resté longtemps, on est resté 2 nuits je crois, ce qui est beaucoup quand même, mais pour faire Las Vegas, il faut rester plus longtemps parce qu'il y a énormément d'activités à faire là-bas. Et nous, on a juste visité les trucs principaux, les trucs à voir obligatoirement. On n'a même pas été voir la sphère de près, enfin, on l'a vu, on l'a entreaperçu de loin, mais on l'a pas été la voir vraiment quoi. Puis on a fini par San Francisco. Quand on est arrivé à San Francisco, évidemment, c'est un changement d'ambiance après tout ce que tu viens de voir. Il y avait Los Angeles, Las Vegas, les Grands Canyons. Et en fait, quand on arrive à San Francisco, t'as un ciel gris, t'as des pélicans qui volent, etc. Puisque c'est à côté de la mer. Enfin, tu me diras Los Angeles aussi, mais c'est pas du tout la même ambiance. Enfin, il y a beaucoup de palmiers, etc. C'est très ensoleillé. Alors que San Francisco, c'est une toute autre ambiance. C'est à côté de la mer, certes, mais il fait beaucoup plus froid. C'est pour ça qu'on avait des vêtements chauds. Parce qu'on se caillait à San Francisco malgré tout. Et c'est typique de San Francisco que le ciel soit gris, ça soit beaucoup nuageux. Le Golden Gate d'ailleurs est très souvent dans les nuages. Donc on a eu la chance de pouvoir le voir sous plusieurs allures. Donc c'est vrai que quand on vient de voir beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur et que on finit le voyage par une ville qui est très rarement ensoleillée, dans laquelle il fait plutôt froid, les premières impressions sont pas forcément ouf quoi. Mais
comme on y est resté plusieurs jours, comme c'était notre dernière destination, on a beaucoup visité San Francisco. C'est vraiment la ville qu'on a le plus visité parmi tout notre road trip. Et j'avoue que après j'ai plutôt bien aimé San Francisco. Je connaissais mais absolument pas. Je connaissais juste de nom et je connaissais juste le Golden Gate. Mais je ne savais pas l'histoire qu'il y avait derrière. Je ne connaissais pas les monuments qu'il fallait voir à San Francisco. Donc les Painting Sisters. Je connaissais pas du tout l'architecture, je ne connaissais pas le Chinatown, je ne savais pas que ça existait, je ne connaissais pas. Ma conclusion entre avant et après mon road trip aux États-Unis sur la côte de l'Ouest, c'est que je suis arrivée là-bas dans le but de réaliser mon rêve et de voir en vrai les choses incroyables, etc. Et mon ressenti après, c'est que j'ai pas seulement réalisé mon rêve, mais j'ai également beaucoup appris sur l'histoire de chaque ville, sur l'histoire des États-Unis aussi, notamment des natifs que j'aimerais beaucoup mettre en valeur parce que en fait c'est eux les pionniers de l'histoire des États-Unis et en fait c'est en les rencontrant là-bas que on se rend compte qu'ils existent encore. Donc nous on les appelle les Indiens, les indigènes d'Amérique, mais ce sont des natifs, je l'ai déjà expliqué dans mon road trip du coup, dans mon vlog. On n'en parle jamais ou très peu. Quand je suis allée sur la côte ouest, je me suis rendu compte qu'ils existaient encore et qu'ils essayaient de toujours préserver de préserver leurs coutumes, de préserver leur savoir-faire, etc. Et je trouve ça beau parce que quand on connaît l'histoire des États-Unis, ça n'a pas été facile pour leur civilisation. Je suis ressortie avec plus de connaissances au niveau de l'histoire des États-Unis et de la conquête de l'Ouest. La Californie est-elle surcotée? Alors, si elle est surcotée, ça veut dire qu'il y a énormément de préjugés, de stéréotypes. Donc, est-ce qu'elle est surcotée? Nous, on n'est pas resté que en Californie, on est parti de Los Angeles. On est allé dans le Far West, donc on est rentré un peu plus dans les terres des États-Unis, puis on est revenu, en passant par Las Vegas, vers San Francisco qui est en Californie. Quand on a été dans le Far West, à Monument Valley, le Grand Canyon, etc., on a traversé des États, on a traversé le Nevada et l'Arizona, je crois. Donc on n'est pas resté que en Californie. En fait, ce qu'on a fait en Californie, c'est Los Angeles et San Francisco, puisque les autres ne font pas partie de la Californie, comme ce sont d'autres États. Donc la Californie est-elle surcotée? Non, je pense pas que ça soit surcoté parce que ça fait partie de l'histoire. Los Angeles, à Los Angeles, il y a Hollywood, les studios Hollywood, les studios Warner Bros, qui font partie de l'histoire du cinéma, là où les grandes stars du cinéma sont nées. Et là où les plus grands films ont été tournés, c'est un lieu historique mondial, je dirais, puisque les grands films qui ont été tournés à Los Angeles sont de grands films connus dans le monde entier. Ça fait partie du 7e art et c'est hyper important, je trouve. Enfin, hyper important. Je trouve que c'est très intéressant et pour les personnes qui s'intéressent un peu à tout, oui, c'est très intéressant d'aller à Los Angeles pour justement visiter ces studios, voir un peu l'arrière du décor, comment ça se passe pour tourner un film, comment ça se passe pour les effets spéciaux, etc. Donc surcoté, non, parce qu'il y a un côté culturel, un côté historique évidemment, et un côté artistique. Donc non, ce n'est pas surcoté, je trouve que c'est important. Est-ce que ma famille est satisfaite du pays? Ma famille est très satisfaite du voyage. Ma mère ne s'attendait pas à ça.
À la base, elle, c'était pas le pays qu'elle voulait vraiment le plus aller, malgré que ma mère a beaucoup voyagé aussi. Mais quand elle a découvert les États-Unis, elle a eu une toute autre vision du pays. Ils ont prévu d'y retourner un jour, je ne sais pas quand, pour aller sur la côte est cette fois-ci, donc New York, la Nouvelle-Orléans, etc. J'aimerais énormément aller à New York, enfin faire pareil un road trip aux États-Unis, mais cette fois-ci sur la côte est, pour faire New York, la Nouvelle-Orléans évidemment. Et j'aimerais aussi beaucoup aller à Salem dans le road trip. Donc si ma mère et ma famille y vont, sans moi, j'avoue que je serais un peu jalouse. Donc ça, c'était les questions que j'ai eues principalement sur les États-Unis. J'ai pas eu de questions sur un autre pays en particulier, pour le moment en tout cas. Donc on va passer aux questions plus globales de mes voyages, qui vont regrouper donc tous les voyages que j'ai fait, les différents vlogs, Italie, les États-Unis et la Laponie. La question est un peu vaste parce que 3 indispensables, ça me paraît assez peu, sachant que quand tu pars en voyage, tu prévois déjà beaucoup de choses. Il faut ton passeport, ton visa, ta valise évidemment. Donc 3 indispensables. Je pense que la personne qui m'a posé la question voulait plus dire 3 indispensables à faire. Donc, en tout cas, je prends la question comme ça. 3 indispensables à faire, je vais le faire pour chaque pays. Selon ce que j'ai fait, en commençant dans l'ordre chronologique, 3 indispensables à faire en Italie. Enfin, j'ai pas fait toute l'Italie. Par exemple, j'ai pas été à Rome, j'ai pas été à Pise. Les 2 îles, donc Burano et Murano, car c'est là où sont fabriqués le verre et la dentelle, qui sont après marchandés dans le monde entier, donc c'est assez important. Venise est un indispensable avec les gondoles au niveau historique de par ses fondations, car elle a été créée par les Romains et ça a pris beaucoup de temps. Le lac de Côme. Le lac de Côme, je pense oui que ça serait un indispensable de l'Italie, puisque c'est un lac très connu et qu'il y a des villas magnifiques au bord du lac de Côme. Les montagnes, les maisons toutes colorées, où est-ce qu'on peut apercevoir l'architecture même de loin. Ouais, je pense que le lac de Côme est un indispensable avec Venise, dont les 2 îles de Venise, mais je les compte dans Venise, et Sirmione. 3 indispensables aux États-Unis, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai fait. Pour chaque voyage, en général, quand vous restez plusieurs jours, mais pas au même endroit, c'est d'avoir une voiture. Et donc le permis. Puisque comme ça vous évitera de prendre des taxis, parce qu'on s'est bien fait baiser la gueule en Laponie avec les taxis. Pour 10-15 minutes de taxi, on paye 50 balles à chaque fois. Ça pique énormément. Donc un indispensable, louer une voiture et franchement vous serez tranquille, vous pourrez être autonome, aller où vous voulez, quand vous voulez. Ça vous reviendra moins cher dans la globalité, très honnêtement. Aux États-Unis du coup, évidemment la voiture, puisque c'est un road trip. Et 3 indispensables, c'est que je dirais en destination, Monument Valley, le Grand Canyon. Évidemment la route 66 qui est une route historique. Est-ce que j'ai besoin de parler pour dire que c'est un indispensable? Je pense que dans le road trip des États-Unis, tout est indispensable en soi. Pour la Laponie, un indispensable évidemment, c'est de rencontrer le Père Noël au village du Père Noël, au Santa Claus Village, puisque c'est la capitale même du Père Noël, c'est la ville du Père Noël. Donc si vous ne faites pas le village du Père Noël, pourquoi êtes-vous en Laponie? Allez visiter une ferme de rennes. Puisqu'il n'y a que dans les pays du Nord où déjà de 1 on peut voir des rennes, comme ce sont des animaux arctiques. Et en plus visiter une ferme de rennes pour pouvoir en voir de très près, même pouvoir les caresser pour certains si vous avez la chance. Nous ils ne se laissaient pas trop caresser à la ferme de rennes, évidemment ils venaient manger dans nos mains quand on leur donnait du lichen,
Mais en vrai, sinon, il se laissait pas trop toucher. Faire du chien de traîneau. Nous, on n'a pas fait de chien de traîneau, on a fait une balade à cheval dans la forêt à la place. Parce que le chien de traîneau en soi, personnellement, ça me tentait pas trop. Mais je sais que c'est une activité typique de là-bas. Si vous allez en Laponie, vous allez dire « Ouais, mais les aurores boréales, c'est un indispensable aussi !» Je peux pas dire que c'est un indispensable parce que oui, quand tu vas dans les pays du Nord, voir des aurores boréales, c'est ce que tu t'attends à voir, en fait, pour la majorité des gens en tout cas. Mais les aurores boréales, de 1, ce n'est pas sûr à 100% d'en voir lors de votre séjour. De 2, vous pouvez en voir, mais vous les verrez mieux avec votre téléphone, surtout quand elles sont à faible indice, quoi. Et si vraiment vous avez la chance de voir des belles, grandes aurores boréales, il faut pas rester dans la ville en général, il faut aller à un endroit un peu éloigné des villes pour avoir beaucoup moins de lumière de ville et avoir la lumière du ciel. Il y a des expéditions en Laponie ou même dans les pays du Nord, ça s'appelle recherche d'aurore boréale. Honnêtement, ne faites pas ça, c'est pas du tout indispensable puisque comme je viens de le dire, les aurores boréales c'est pas du tout garanti. C'est vraiment par chance. Donc ça sert à rien de payer pour justement chercher des aurores boréales alors que les aurores boréales c'est de la chance. Nous on en a vu de notre fenêtre d'appartement et encore on a eu énormément de chance, mais elle était vraiment à faible niveau. Quand on voit une aurore boréale dans le ciel, enfin nous en tout cas ce qu'on a vu, on dirait juste que c'est un nuage, un gros nuage dans la nuit. Peut-être avec une couleur un peu verte, grise, mais il faut vraiment prendre avec le téléphone pour voir. Ma prochaine destination de rêve, ou prochaine destination tout court, j'aimerais faire beaucoup de pays, mais j'avoue qu'il y a un pays qui revient beaucoup en ce moment. On en parle avec Maë, parce qu'on veut repartir en vacances ensemble. Ça serait l'Égypte. Un pays que ma grand-mère a fait, que mes parents eux-mêmes ont fait. J'aimerais beaucoup aller en Égypte pour l'histoire, pour voir évidemment les pyramides de Giza. Je crois que ça se dit comme ça. Voir les temples, voir le Nil, voir un désert. Je n'ai jamais vu de désert dans ma vie. Après, je sais qu'en Égypte, ça craint un peu. Donc, je pense pas qu'on irait que à 2 avec Maë. Mais j'aimerais beaucoup aller en Égypte. Ça, c'est prévu pour voir les pyramides qui sont une des 7 merveilles du monde. Pour la culture et pour dire je l'ai fait, j'ai vu les vraies pyramides. Ah oui, aller en Égypte aussi pour monter sur un chameau, un dromadaire, etc. Apparemment c'est rigolo. Pour l'expérience tout simplement, pour l'expérience, c'est un peu le but de pourquoi j'aime voyager, c'est pour l'expérience, pour la découverte et pour l'émancipation personnelle. J'aimerais beaucoup aller à Tahiti. À la base, c'était le voyage de base, le plus grand voyage qu'on devait faire avec ma mère et mon frère. Mais finalement, on s'est redirigé vers les États-Unis, faire une île paradisiaque, genre Tahiti, enfin la Polynésie française, ou la Guadeloupe, enfin une île verte, voir des barrières de corail, des lagons, des récifs en vrai, voir des poissons multicolores et tout dans leur état naturel, ça a l'air super beau et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aussi. Après en fait il y a énormément de pays que j'aimerais bien faire, par exemple la Grèce, pour aller voir les temples grecs, pour m'intéresser à la mythologie grecque parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque. Pour l'instant, prochaine destination, je ne sais pas puisque je suis ruinée. J'ai failli partir en Écosse pour visiter Édimbourg. J'aimerais beaucoup aller en Roumanie pour aller voir le château, le vrai château de Dracula, juste pour ça, parce que ça m'intéresse de ouf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais beaucoup aller sur la côte est des États-Unis cette fois-ci, pour faire New York, pour faire Salem,
la ville des sorcières, pour faire la Nouvelle-Orléans, pour découvrir l'ambiance du jazz, pour en apprendre plus sur l'histoire des personnes noires qui sont arrivées aux États-Unis, etc. La ségrégation. J'aimerais tout découvrir en soi. Ouf! Alors là, c'est une très grosse question. Le budget pour chaque voyage. Alors sachant que l'Italie et les États-Unis, c'est donc pas moi qui a payé, je ne sais même pas quelle somme s'en est revenue de ces voyages-là, sachant qu'on a fait énormément de choses, ça doit être extrêmement cher. Donc je vais vous les mettre ici. Pour la Laponie, c'est nous qui avons payé avec Maë. Tout compris, donc billets, aller-retour avec bagage en soute, les restaurants, les activités, les taxis qui nous sont revenus extrêmement chers, plus une escale, puisque après je ne l'ai pas filmé, mais avant de rentrer en France, on a eu une escale à Manchester, au Royaume-Uni. On a dormi à Manchester et on avait un avion le lendemain pour retourner en France. Donc on a dû payer un hôtel, en plus on a eu une galère avec des hôtels, on a payé 2 hôtels parce qu'il y a eu une erreur de réservation. Donc on a payé évidemment un taxi, enfin 2 taxis du coup pour l'aller et le retour à l'aéroport. J'ai gardé justement ma fiche de paye de tout ce qu'on a dépensé, un peu plus de 1000 € chacune. Alors qu'à la base on avait prévu un budget de 900 € max. Les taxis nous ont vraiment ruinés. Mon plus gros choc culturel. Je pense que c'est les États-Unis, du coup, pareil encore avec l'histoire des natifs, qu'on n'a jamais vraiment entendu parler. Et quand on se rend sur place, on se rend compte que ils existent encore, ils sont toujours là à continuer d'être eux-mêmes. Les natifs ne se sont pas adaptés au comportement des Américains, aux coutumes des Américains. Ils sont restés eux-mêmes, ils sont restés dans leur culture et je trouve ça méga intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je continue d'en parler parfois en plus. Quelle mentalité dans chaque pays? Alors, intéressant. On va commencer pareil par ordre chronologique, donc par l'Italie. Les Italiens, ils sont gentils, ils sont vraiment good vibes, pas de prise de tête, enfin... Il n'y a rien qui m'a vraiment choquée, enfin... Non, je les trouve gentils, voilà. Ils rigolent avec toi quand tu leur fais des blagues, enfin, ouais, ils sont assez ouverts. Après, évidemment, c'est une globalité. Les Américains, quand on est arrivé à San Francisco, on a croisé beaucoup de gens hyper gentils, qui étaient avenants. Je parle évidemment de Joshua, le policier, le boss, qui était super gentil. Il répondait à toutes nos questions. Il nous a même pris dans sa voiture. Enfin, à San Francisco, ouais, les gens étaient super avenants, super souriants, très good vibes. Ouais, ils osaient venir te voir. Ouais, je trouve qu'ils sont assez sérieux par contre. Et les Américains sont très patriotes. Quand on va dans le pays, il y a énormément d'habitations où les Américains ou les habitants ont mis des drapeaux des États-Unis. C'est vrai que le drapeau des États-Unis, on le voit très régulièrement. Il revient beaucoup n'importe où. Les Américains sont très patriotes. Ce qui est une bonne chose évidemment, contrairement aux Français. Mais ouais, ils sont très patriotes et ils mettent beaucoup de drapeaux américains parce qu'ils sont fiers tout simplement d'être américains. C'est ça qui fait la mentalité des Américains, je pense, c'est qu'ils sont très patriotes, très attachés à leur pays, ils sont fiers de leur pays. Alors que entre nous, les Français, on charrie notre propre président. Voilà. En Laponie, les gens sont super gentils. Tous, vraiment, ils sont adorables. Ils sont
très très bienveillants, honnêtement, ils rigolent avec nous. Après, le contexte n'était pas le même évidemment puisque en Laponie, on n'était que toutes les deux, donc deux jeunes, toutes seules, forcément ça va pas être la même ambiance que moi quand je suis avec ma famille, etc. En tout cas, de par notre vécu à moi et à Maë, en Laponie, les gens sont super gentils, ils sont très drôles. On a rigolé plein de fois, mais en fait, on est resté principalement donc à Rovaniemi. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui travaillent donc à Rovaniemi, donc les guides, etc. Quand on a été à la ferme de Rennes, on était avec un guide français qui était très gentil, qui nous a expliqué un peu ce qu'il faisait. En gros, avec sa femme, il voyageait un peu dans l'Europe. Il travaillait, il trouvait un petit job quelque part dans le pays pour en même temps travailler et en même temps visiter le pays. Après, il repartait, il retrouvait un autre boulot pour visiter l'autre pays, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. Il parlait espagnol, anglais, français. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans le voyage aussi, c'est de rencontrer des gens comme ça, qui t'inspirent et qui te disent... Enfin, qui te font prendre en compte que la vie peut être différente que la vie que la société instaure en général. C'est une des valeurs majeures, je pense, du voyage, c'est de découvrir beaucoup de choses et principalement des gens, tous différents les uns des autres, mais tous aussi intéressants les uns que les autres. La mentalité en Laponie, en général, ils sont très gentils, très accueillants, ils sont drôles. Mais du coup, on n'avait pas forcément que des Finlandais avec nous, on avait aussi Amir, lui je crois qu'il venait du Maroc. Le guide à la ferme de Rennes, lui il était français. On avait le guide de la motoneige qui était marocain aussi je crois. Enfin bref, à Rovaniemi il y avait beaucoup de... Enfin il n'y avait pas que des Finlandais en fait, donc je pourrais pas me baser principalement que sur les Finlandais puisque au final on s'est retrouvé avec des personnes complètement différentes, mais en tout cas on a passé un très très bon moment avec ces personnes, on a bien rigolé, mais après ouais c'était des contextes différents. Il y avait le contexte familial où j'étais peut-être un peu plus en retrait par rapport à ma mère, et il y avait le contexte avec mon ami qui est un peu plus fou et un peu plus libre. Donc voilà, finalement, il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense avoir plutôt bien répondu à vos questions. Et je pense bien les avoir comprises également. S'il y a des questions que j'ai mal interprétées, que j'ai mal comprises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!